vraiment, c'est un plaisir de vous avoir tous ici et surtout un plaisir de participer à cette discussion. Monsieur le ministre a vraiment tracé les grandes lignes de la problématique. Mais moi, si je devais un peu illustrer cette affaire, j'aurais donné le titre suivant, la chronique d'une crise annoncée. On est vraiment dans la chronique d'une crise annoncée, simplement parce que les modèles qui sont en cours au niveau national, au niveau des échanges, avec la sacralisation du commerce international, avec la sacralisation des avantages, de la théorie des avantages comparatifs, tout ça est remis en cause pour des raisons politiques, géopolitiques, géostratégiques. Ça me fait vraiment penser à beaucoup de choses. Et il y a eu beaucoup de signaux qui ont annoncé cette crise. Il y a des précurseurs qui n'ont rien à voir avec la guerre en Ukraine. Les précurseurs, c'était déjà le changement climatique. Qui affectait beaucoup de régions du monde. Je suis sur le continent africain comme mes collègues panélistes. C'était déjà un des signes un des signaux qui disait que bientôt tout va être désorganisé au niveau de la production, au niveau des. Alors la réponse à celle-là n'a pas été entièrement donnée. Elle dépend de où on se trouve et de comment on la gère. Le deuxième signal, c'est la perturbation de la chaîne logistique suite au Covid-19. Il y a une énorme perturbation. Les bruits de bottes n'avaient pas commencé à se faire entendre de loin de là. Et vous savez tous que tout ce qui est basé sur le commerce, la perturbation de la chaîne logistique suite au Covid 2020, fin 2019, 2020 et 2021 a déjà créé une insécurité d'approvisionnement parce que le coût de transport était énorme. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie qui annonçait ce qu'on est en train de vivre actuellement. La troisième chose, c'est le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine qui encore touche une des cordes sensibles de la sécurité ou l'insécurité ou même maintenant on l'appelle la souveraineté alimentaire. Je pense qu'on en est là actuellement. C'est même plus une question d'insécurité parce que à partir du moment où un État, une nation dépend de l'extérieur pour assurer sa ration quotidienne, il est en insécurité. Cela va des pays les plus pauvres comme les nôtres, mais ça vaut bien aussi pour certains pays du Golfe qui ont compris depuis très longtemps que la question, quelle que soit l'ampleur de la poche, quand on est plein d'argent, tant qu'on n'est pas souverain sur le plan alimentaire, on a une fragilité. Il y a beaucoup de pays du Golfe qui ont donné une importance capitale à l'importation d'alimentation, de céréales et tout ça, parce que c'est vraiment un problème critique. Alors, moi, je me dis qu'il y a plusieurs choses qui sont arrivées. C'est les deux choses unies. Bon, évidemment, la guerre en Ukraine, ça a amené la question de la source, la question des avantages comparatifs, les grandes plaines de Russie et d'Ukraine qui produisent en veux-tu, en voilà. Est-ce que c'est la seule voie à suivre pour assurer la sécurité globale de l'humanité? On se rend compte que les enjeux géostratégiques peuvent mettre tout ça à terre. Donc moi, je donne très peu d'importance je veux dire par rapport aux deux que j'ai signalés, je donne légèrement moins d'importance parce que la crise en Ukraine est une révélation pour moi du manque de souveraineté alimentaire des nations du monde. Parce qu'ils dépendent de quelqu'un qui déclenche une guerre ou qui ferme un port ou de gros enjeux stratégiques globaux, quoi, je veux dire. Donc tout ça se complique. Évidemment, on est en Afrique. Alors il y a des gens, les nations arrivent à résister si elles ont de la résistance innée, acquise ou construite pour résister aux crises. Parce que la vie, c'est les crises. Hein. Donc ceux qui survivent aux crises, c'est ceux qui sont préparés pour résister aux crises. Moi, je pense que le plus important pour nous, aujourd'hui, au-delà des chiffres, au-delà de l'alarme qu'on tire, au-delà de la catastrophe annoncée, c'est de dire comment on fait pour résister à tout ça. Comment chacun va avoir sa souveraineté alimentaire. D'ailleurs, le dernier gouvernement français, là, on a vu que le titre du ministère de l'Agriculture est passé ministère de l'Agriculture à ministère de la Souveraineté alimentaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, c'est très important. Alors, pour l'Afrique, je peux dire ce que je pense que l'Afrique doit faire et quels sont vraiment les problèmes structurels qui nous créent des problèmes en Afrique, mais je pense aux collègues
aussi de faire cette première partie et quand on en arrivera aux solutions, je ferai une contribution supplémentaire. Je vous remercie tous. Merci infiniment, M. Sidibé. En tout cas, ça s'annonce très bien. Et M. Omar, je pense que vous avez dû écouter M. le ministre et M. Sidibé. Donc, on va dire qu'à vous la parole, en tout cas. Merci, merci à Badou, merci à vous tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je suis vraiment ravi de participer à ce webinaire. Je suis algérien, hein, je suis économiste, je me présente, hein, je suis économiste algérien installé depuis une trentaine d'années en France, où j'ai enseigné pendant de longues années et j'enseigne encore à l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier qui est un centre, enfin une institution d'un centre qui s'appelle le Centre des hautes études agronomiques méditerranéennes, qui a son siège à Paris. C'est une institution internationale où nous formons les cadres de l'agriculture, y compris africains. J'ai eu le plaisir d'encadrer des Africains, d'ailleurs qui étaient la plupart du temps très bons, de très bon niveau, et avec lesquels je corresponds. J'ai un petit tropisme africain. Africain, quand je dis africain, c'est que j'ai eu un grand-père qui a travaillé en Afrique, et puis j'ai toujours un frère qui, depuis maintenant près de 30 ans, est en Afrique. Professeur de santé publique, il est à l'OMS et donc il a fait le tour pratiquement du continent. Il est actuellement installé au Gabon. Alors, donc je suis économiste et spécialisé des politiques publiques agricoles rurales en Méditerranée. En Méditerranée, je me suis beaucoup, bien sûr, forcément, on est en tant qu'économiste, on peut pas rester sur une aire régionale. La Méditerranée, on s'intéresse au monde et ces derniers temps, bien entendu, à l'Afrique. Alors, bien sûr, vous avez raison, Monsieur Birama, enfin Sidibé, rien de nouveau. Je veux dire, en fait, oui, la crise du Covid, la crise sanitaire comme la crise actuelle, révèle la nature la fragilité des systèmes qui se sont installés et révèle l'incapacité du modèle néolibéral à répondre aux besoins de nos populations, de nos peuples. Mais ça fait 30 ans tout comme par exemple, voilà, vous avez évoqué la souveraineté alimentaire et Macron en a parlé, on a même un ministère de l'agriculture et de la souveraineté, mais attention, le terme aujourd'hui est galvaudé. Nous, quand on parle de souveraineté alimentaire, c'est juste une petite... je voudrais attirer l'attention de mes amis africains et mes collègues. Elle est galvaudée, cette notion, quand que ce soit Macron ou même le ministère reprenne le terme. Il n'a pas le même sens que nous lui donnons. Nous, le sens de souveraineté, il est né, vous le savez, il y a plus de 30 ans, en réaction aux accords de Marrakech et à la tentation d'imposer des règles commerciales à tous les pays, de lever les barrières et d'imposer le modèle néolibéral. Et Via Campesina, comme toutes les organisations paysannes, se sont dressées contre justement cette libéralisation qui ruinait les agricultures locales et ont employé le terme de souveraineté. Et donc, il ne faut pas couper le concept ou la notion de souveraineté des luttes, du contexte qui l'ont fait surgir. Et je pense que le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté a une autre conception de la souveraineté que nous devons lui donner. Nous, on rattache la souveraineté aux luttes des peuples pour se doter de politiques capables de satisfaire les besoins, de protéger les paysans et les agricultures paysannes de nos pays, etc. Voilà, juste cette petite parenthèse. Alors, ce qu'il y a de nouveau, en fait, il y a du nouveau, c'est que la crise ukrainienne, la crise des marchés. Alors, il faut savoir que les marchés étaient déjà, avant la crise du Covid, dans des situations où la hausse était importante. Nous étions arrivés à un blé à $300 à la veille, disons en novembre de 2019. Ça s'était relativement tassé à partir de décembre, janvier, et la crise du Covid, la crise sanitaire est venue réactiver, si vous voulez, une crise des marchés qui a été bien entendu aujourd'hui atteint des niveaux qui n'ont jamais été atteints dans l'histoire, avec la guerre. Sauf que, si vous voulez, cette situation intervient
dans un contexte où nous vivons dans tous nos pays une crise, un choc climatique sévère. Il y a le choc climatique qui est très important. Et le malheur fait que l'Afrique, qui est l'un des continents qui émet le moins de gaz à effet de serre, c'est 4% à l'échelle mondiale, est en train de payer les résultats des émissions qui se passent ailleurs et sans avoir les moyens de mettre en place des politiques d'adaptation à ce changement ou d'atténuation à ce changement climatique. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je souligne cet aspect parce qu'il me semble que le choc climatique est quelque chose d'absolument terrible qui pèse, puisque c'est l'Afrique qui se réchauffe le plus. C'est l'Afrique où les sécheresses sont les plus sévères. Regardez la sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique aujourd'hui, les sécheresses qui sévissent dans les pays sahéliens et les conséquences, puisque nos pays n'ont pas les moyens qu'ont la Suisse, le Japon, la Chine, etc., pour se procurer, acheter la ration alimentaire au niveau mondial. Et donc le choc climatique, il me semble, est quelque chose qui est venu se conjuguer au choc des marchés mondiaux, à la crise née de la guerre russo-ukrainienne. Et puis, il y a, si vous voulez, il y a aussi la crise politique que nous vivons, la crise politique avec les conflits qui existent, que ce soit dans les pays subsahéliens, les pays subsahéliens, avec son lot de déplacés, des millions de déplacés, son lot de conflits qui résultent justement, si vous voulez, non, ça c'est le choc climatique, les conflits entre, si vous voulez, les communautés, entre je pensais essentiellement à la guerre du Darfour. Donc, pour le choc politique, il y a une instabilité politique, il y a des violences politiques qui n'aident pas les pays à se construire des politiques robustes à même d'affronter la conjoncture que nous avons. Et évidemment, vous le savez mieux que moi, beaucoup de ces pays traversent une crise économique interne, avec une raréfaction des ressources budgétaires, des moyens de paiement, et évidemment, cela rend l'Afrique très très vulnérable. Pour dire les choses comme elles sont, il est vrai que l'insécurité alimentaire affecte l'Afrique plus que les autres pays. C'est 21%, alors que de gens qui sont dans des situations de malnutrition, contre à peu près moins de 10% à l'échelle mondiale. Hein, c'est un Africain sur 5 qui souffre un petit peu de la malnutrition. Dans certaines régions, c'est davantage. Je pense à la Corne de l'Afrique. Cette question, si vous voulez, l'Afrique n'est. J'ai regardé les chiffres, importe moins en termes de produits alimentaires, moins en volume moyen financier mobilisé, moins qu'un pays comme l'Algérie ou l'Égypte. Voilà. L'Algérie importe plus de 10 milliards de dollars de produits alimentaires. Elle importe, réunie, si je prends uniquement l'Afrique du Nord, qui va du Maroc à l'Égypte, bah, c'est pratiquement 15% du marché mondial du blé. C'est 30 millions de tonnes. L'Afrique n'importe pas 30 millions de tonnes. Vous voyez ce que toute l'Afrique réunie. Donc, vous voyez bien que le pôle essentiel, sauf que les moyens, les ressources budgétaires, les capacités dont disposent ces pays ne sont pas ceux d'un pays, par exemple, comme l'Algérie ou même comme l'Égypte. Donc, c'est ça qui est important. Même, si vous voulez, si on prend les volumes de l'aide alimentaire qui étaient nécessaires pour subvenir à la population, c'était en gros autour de 2 millions et demi de tonnes de blé. Ces volumes sont aujourd'hui très largement insuffisants face aux situations de sécheresse, d'insécurité alimentaire que vivent les pays africains. Alors, pour me résumer, la situation qui est inédite, c'est cette conjonction de plusieurs chocs, du choc climatique, du choc des marchés, du choc économique interne et du choc politique.
je renvoie aux conflits et aux violences politiques qui déstabilisent notre région, et notamment l'Afrique sahélienne. Voilà, très brièvement résumé mon approche. Je reviendrai après, si vous voulez, sur la vulnérabilité par rapport au marché russe ou par rapport au marché, les conséquences et évidemment les solutions. Merci. Bah, écoutez, merci M. Saoud, mais je pense que c'est là où ça devient difficile lorsqu'on est face à trois spécialistes et qu'on leur demande de se présenter et tout de suite on est dans le vif du sujet, mais c'est là où c'est intéressant pour moi d'apprendre aussi à vos côtés. Et je pense que j'avais quelques questions que j'avais mis dans le chat, mais je crois que mes questions aujourd'hui, ça va être à tour de table, mais je vais quand même poser cette question-là parce que cette situation que vous avez parlé, ça veut dire que la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine a trouvé que cette situation était déjà là. En fait, les problèmes sont déjà là. C'est une problématique qui est connue sur le continent africain. Mais est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui un enjeu géopolitique aujourd'hui qui est en train de nous rattraper, nous, en Afrique, aujourd'hui, par rapport à cette situation? Comment ça se fait qu'un pays comme l'Égypte, aujourd'hui, qui a le Nil, qui est dépendant du blé de l'Ukraine ou de la Russie, mais l'Algérie également, mais le Burkina Faso, le Bénin, tous ces pays africains qui sont dépendants de ça. Pourquoi en Afrique, M. Libé ou M. le ministre, vous qui avez été ministre du Commerce et de l'Industrie d'Algérie, vous avez beaucoup été le représentant de l'Algérie pour les négociations, notamment pour la zone libre d'échange, et M. Sidibé qui a été vice-président de la BID. Donc, c'est des enjeux aujourd'hui. Pourquoi l'Afrique n'a pas de réponse à ça et pourquoi cette situation de géopolitique aujourd'hui fait que nous subissons cette crise alimentaire? Donc, je pense que nous allons laisser la parole à M. Djelab qui va peut-être nous dire un petit peu là-dessus, et puis M. Sidibé, et ça laissera le temps à M. Saoud de se reposer un petit peu. Voilà. Merci, M. Amadou. Je crois que la question qui se pose pour nous en tant qu'Africains, donc les 55 États africains, premièrement, il faut dire que le process depuis les années 80 de la mondialisation a fait ses conséquences en termes commerciaux. Donc, c'était comme l'a bien dit M. Birama, c'est que cette notion d'avantage comparatif, cette notion de spécialisation a fait que les pays africains étaient donc se sont placés plus dans la case des importateurs par rapport aux pays développés qui ont consolidé pratiquement, et certains pays émergents aussi, consolidé leur position de producteurs et d'exportateurs. Moi, je pense, par exemple, la question qui était pratiquement négociée pendant des années à l'Organisation mondiale du commerce, la question du coton. Nous avons des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont de grands producteurs du coton, mais la concurrence déloyale liée à la mondialisation a fait que ces pays-là ne pouvaient pas concurrencer les États-Unis et d'autres pays producteurs de coton qui subventionnent, qui ont les moyens de subventionner. Donc, un des facteurs qui a fait que les pays en développement et surtout les pays africains ont délaissé un peu la production de produits stratégiques, c'est que ces mêmes produits stratégiques, si nous allons maintenant faire une analyse des interventions gouvernementales sur la question agricole, nous allons trouver que les pays développés, c'est les pays qui subventionnent beaucoup plus et le plus leurs produits agricoles. Donc cette notion, cette politique de subvention a fait que les pays développés sont devenus donc des pays encore producteurs, encore exportateurs, et ils détenaient toute la matière première. Ça, c'est sur la question des politiques agricoles des pays développés. Moi, je donne un chiffre. Ça fait des années qu'au niveau de l'Union européenne, par exemple, l'agriculture a été subventionnée plus que d'autres secteurs. Si je prends le chiffre mondial, il était déjà à 400 milliards de dollars chaque année de subventions, y compris pour les États-Unis et tout. Donc, cette politique de subvention a fait cette répartition ou cette division de production entre les pays développés et les pays en développement, et particulièrement les pays africains qui n'ont pas les moyens budgétaires et tout pour aller vers cette politique de subvention à force de capitalistique et tout pour donc développer leur production. Ça, c'est un des éléments qui est lié pratiquement aux politiques nationales de chaque pays. Deuxième élément qui est important aussi, comme vous l'avez bien dit, cette notion donc de géostratégie. Maintenant que les États africains
ont conclu un accord, un méga accord. C'est l'accord ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Un des objectifs de cet accord-là, c'est le partenariat et le co-développement entre les pays africains et le développement de l'intra-échange entre les pays africains. Moi, je pense que le dispositif que nous avons mis à travers les textes juridiques des différents accords liés à l'accord ZLECAf, je parle des annexes, le protocole sur les marchandises, protocole SPS, protocole OTC, tout ça, c'est des dispositifs qui vont permettre un plus grand échange intra-africain et vont permettre aussi que ce pays africain s'entraide pour développer leur production agricole. Moi, je suis certain que des pays comme l'Algérie, des pays comme l'Égypte, des pays comme l'Afrique de l'Ouest et tout, il y a une certaine complémentarité pour développer les productions agricoles et faire un échange de ces productions agricoles. Donc, il y a une opportunité. Moi, je pense qu'il y a une opportunité dans la ZLECAf pour que le commerce devienne donc un instrument de développement agricole et agroalimentaire. Si je parle par exemple l'exemple de chaîne de valeur agroalimentaire, il y a beaucoup de productions agricoles qui ne sont pas transformées carrément dans certains pays qui n'ont pas les moyens, et il y a des pays africains qui ont les moyens de la transformation. Et ça peut créer donc une valeur ajoutée, créer des revenus pour notre population africaine. Il y a aussi un élément important, avec la ZLECAf, le marché africain, ça devient un grand marché. Un marché de 1,2 milliard de consommateurs, avec une classe moyenne de presque 300 millions d'habitants, qui c'est une classe moyenne, donc qui va à un revenu donc appréciable pour donc la demande sur l'offre. Moi, je pense qu'il y a donc une opportunité énorme pour développer les politiques nationales, notamment dans l'agricole et l'agroalimentaire. Chose qui est aussi importante, c'est qu'il faut que ces politiques-là soient coordonnées. Nous ne pouvons pas travailler isolément en tant que pays africain. Il faut qu'il y ait donc un mécanisme de coopération et de partenariat pour que toutes les terres agricoles, et je sais que les terres agricoles, il y a plein de terres agricoles en Afrique qui sont utilisées parfois par d'autres pays en dehors de notre continent, ces terres agricoles peuvent être utilisées entre les pays africains pour développer une offre de produits agricoles qui sera donc mis à la disposition du consommateur africain. Donc, je ne peux pas aller plus loin sur ces questions-là, mais je pense qu'un mécanisme de partenariat et de coopération, de développement donc, entre les pays africains doit être instauré pour que nous utilisions toutes les opportunités nécessaires qui se présentent pour développer la production agricole et agroalimentaire dans les pays africains. Donc, monsieur le ministre, merci infiniment. Donc, pour essayer dans le temps, nous allons essayer, en tout cas, à chaque fois qu'on donne la parole, de donner 2 minutes à tout un chacun pour qu'on arrive à finir au moins rapidement dans le temps, parce que c'est tellement intéressant cette conférence et on connaît aussi vos agendas. Mais nous allons peut-être demander à la même question à M. Sidibé de donner son point de vue et de voir comment il peut aussi être un complémentaire de ce que vous venez de dire, parce que je pense qu'il a beaucoup suivi les accords d'échange, des zones libres d'échange là-dessus, parce qu'il est intéressé à ces questions-là. Mais lui, en fait, ce qui est intéressant avec M. Sidibé, c'est que d'ailleurs, toute sa famille, d'ailleurs, ils ont compris cette problématique et aujourd'hui, il n'est pas à la retraite, M. Sidibé, mais c'est sans doute une des personnes qui est en train de moderniser l'agriculture en Afrique, mais surtout au Mali. Mais ce qui est intéressant et ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il apporte du digital, de l'innovation, mais il utilise également aussi l'énergie renouvelable pour pouvoir travailler sur ça et pour pouvoir participer en tout cas à l'autosuffisance qui peut être sur le continent dans les années à venir. Et nous voulons savoir le secret, mais comment lui, il peut aussi inciter d'autres personnes aussi à s'investir dans ça pour qu'on ait une réponse africaine. Mais c'est Sylvie, vous et même toute la famille aujourd'hui, c'est une fierté. Nous, au Mali, on est fiers. Et à chaque fois qu'on voit quelqu'un de votre famille en train d'apporter cette réponse nationale, mais on s'est dit maintenant comment c'est là peut-être aussi pour que le Mali, qui est un hub naturel, et avec l'Algérie comme un pays voisin, comment aujourd'hui des synergies sont possibles entre le Mali et l'Algérie, par exemple, parce qu'on a la chance d'avoir des Algériens avec nous et vous êtes là aujourd'hui. Et comment nous pouvons avoir des synergies pour qu'ensemble, on n'arrive pas à connaître ces tensions-là, mais qu'on ne soit pas autour de souveraineté alimentaire qu'on en a parlé. C'est aujourd'hui la question de façon générale, pendant cette période de géopolitique, de crise mondialisée aujourd'hui. Nous savons que l'Afrique, c'est l'avenir, la croissance est en Afrique. Mais si nous ne faisons pas attention, à ne pas travailler non seulement pour former les gens, comment aussi aujourd'hui, parce que vous avez certainement ces soucis de main-d'œuvre. Donc, de façon générale,
les problématiques sont là. Il y a le manque de nos gouvernements qui ne s'impliquent pas davantage, mais qui ne prennent pas la question au sérieux. Mais comment ces partenaires qui se disent partenaires techniques et financiers au Mali aussi travaillent pour faciliter cela? Mais comment vous, en tant que secteur privé, en tant qu'ancien fonctionnaire international, comment vous pouvez aussi nous édifier aujourd'hui pendant cette période de crise géopolitique, mais surtout le Mali qui traverse une période de crise multidimensionnelle? Et cette question, elle est intéressante pour nous, mais aussi le rapprochement du Mali avec la Russie aussi, et comment cela peut être une réponse. Donc voilà, c'est pas politique, c'est webinaire, mais M. Sidibé, je vous laisse quand même le champ libre de vous exprimer comme vous le souhaitez. En tout cas, évidemment, sous votre contrôle, Monsieur le ministre et à M. Sidibé, M. Messaoud. Mais M. Sidibé, vous avez la parole en tout cas pour nous parler un petit peu de tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Amadou. Bon, je pense que la première question sur l'impact de la géopolitique, ainsi de suite, il y a certaines choses qui sont très sûres maintenant qu'on n'aurait jamais imaginé, qu'on aurait vécu de notre période de vie. Et on est en train d'être témoin de grandes mutations dans les relations internationales et dans les relations de rapports de force qui sont mis de façon permanente en cause. Alors, c'est évident de tout ce qui se passe sous nos yeux actuellement, il y a une mutation profonde. Alors, est-ce que l'Afrique est vraiment visée? Je pense qu'on est trop petit, on n'est pas visé, on est simplement victime collatérale de ce qui se passe. Les enjeux globaux, des mutations, des changements de rapports de force qui sont explosifs et même qui peuvent faire penser à des conditions qui ont prévalu avant les grandes guerres passées, donc suivant la façon dont on lit ça. D'accord? Donc l'Afrique, à mon avis, n'est pas visée. Mais l'Afrique est une victime collatérale de plusieurs choses. La victime collatérale, elle n'est pas résiliente, elle est dans la fragilité et dans la vulnérabilité par rapport au changement climatique, par rapport aux choix stratégiques faits dès le lendemain des indépendances par presque tous les pays africains. Je vais vous en donner l'exemple. Il y a pour moi une extraversion totale de la consommation alimentaire dans les pays africains, dans pas mal de pays africains. Si je prends les pays d'Afrique de l'Ouest, quand je regarde les statistiques que vous avez distribuées et qu'on se rend compte que le Sénégal, le Togo, le Burkina sont vulnérables par rapport au blé, que diantre s'est passé? Est-ce que le blé faisait partie de la ration alimentaire des Sénégalais, des Burkinabés depuis les ancêtres? Évidemment que non. Évidemment que non, parce que le blé ne pousse pas au Sénégal, le blé ne pousse pas au Burkina. Il y a un changement de consommation. Le mil est parti, le niébé est parti. Ils ont été remplacés par des cultures qui viennent d'ailleurs. Donc, immédiatement, ils se subrogent et ils présentent une fragilité par rapport à ce que ça de fait. Maintenant, si je vais en Afrique du Nord, sous le contrôle de mes éminents collègues, je sais que le blé pour l'Afrique du Nord, c'est le couscous, c'est le pain. Donc, ça fait partie de l'alimentation de base. Et quand ça fait partie de l'alimentation de base, les conditions écologiques sont de telle façon qu'on puisse en produire. Alors qu'au Mali, au Sénégal, le blé, on ne peut pas le produire. Pourquoi les Maliens consomment du blé? Pourquoi ne consomment-ils pas ce qu'ils consommaient avant? Donc, c'est ce que j'appelle une extraversion de la ration alimentaire, des habitudes alimentaires qui nous a rendus plus fragiles. Nous avons laissé passer les graines qu'on n'utilise plus, les sorgho et les céréales qui poussent et qui sont capables de résister au changement climatique chez nous, on ne les prend pas. On fait venir le riz, on n'a pas assez d'eau pour le riz, sauf dans l'Office du Niger. Nous nous sommes jetés sur le maïs, que le maïs est un gros consommateur d'intrants. Le Mali n'est pas l'Ukraine, le Burkina est loin d'être l'Ukraine, ce n'est pas les mêmes conditions. Nous avons laissé les cultures traditionnelles et on a fait une extraversion totale, ce qui nous rend vulnérables. Une anecdote. J'ai observé beaucoup l'Iran. L'Iran est le pays qui a été le plus sanctionné au monde. Comment croyez-vous que l'Iran ait tenu 30 ans de sanctions sans disparaître de la carte? Parce que ce pays-là, je l'ai visité quand j'étais vice-président de la BID, ils ont joué avec tout sauf la sécurité alimentaire. C'est un pays qui s'est nourri de façon totalement indépendante. S'ils n'avaient pas cette capacité, ils auraient disparu de la carte avec l'intensité des sanctions qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est que les choix de politique doivent être des choix de résilience.
C'est vrai, on a fait la publicité du mondialisme, du multilatéralisme, tout ça, mais on voit que tout ça peut voler en éclats à l'occasion d'un conflit de rapport de force. Donc, chaque pays, à mon avis, doit pouvoir, avec une politique réfléchie, mettre en valeur et investir dans ce qui constitue sa ration alimentaire traditionnelle. Quand je dis investir, c'est qu'il faut investir dans la recherche, il faut investir dans la productivité. Il n'y a rien qui est fait comme recherche pratiquement. Je veux dire, le nombre de dollars investis sur le maïs, qui n'est pas notre culture, par rapport au nombre de dollars investis sur le mil, qui est notre culture, ça n'a aucune c'est vite fait là. Donc, les politiques doivent aller vers les constituants de la ration alimentaire où ils ne sont pas susceptibles de changement climatique, ils sont moins vulnérables au coût de la chaîne logistique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une opportunité unique pour moi, pour l'Afrique, de repenser les choses. Nous, Burkinabés, Maliens, on n'a pas besoin de pain. Le pain, c'est quelque chose qui est venu. Mais les Algériens, les Égyptiens, les Tunisiens, le pain, ça fait partie de leur ration. On ne doit pas se nourrir comme eux. Le couscous fait partie de leur ration. On n'a pas besoin de se nourrir que comme eux. Donc, cette extraversion-là, c'est bien quand on croit beaucoup au commerce mondial et tout ça, et on a des raisons d'y croire, mais en fait, il faut quand même le minimum de souveraineté alimentaire. Donc, mon collègue parlait de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, pour moi, ça veut dire que, quoi qu'il advienne, je viens à mes fondamentaux, je ne néglige pas mes fondamentaux, je puisse avoir de la résistance. Parce que le conflit actuel, je n'ai rien y voir. Peut-être que je suis l'enjeu, on essaie de me mettre d'un côté ou de l'autre, mais en réalité, je suis une victime collatérale. La victime collatérale la plus résistante, c'est celle qui n'a pas extraverti sa consommation. Nos politiques doivent faire en sorte qu'on n'extravertit pas les consommations. Deuxième chose, vous avez posé la question sur comment il faut faire pour que l'agriculture dans nos pays, ceux qui semblent les plus vulnérables, soit une source de soutien de la misère. L'agriculture doit être une source d'enrichissement pour ceux qui la pratiquent, en tout cas d'existence socio-économique. Dans la vision d'Afrique subsaharienne qu'on a, l'agriculture, qui occupe 70% suivant les statistiques de la population, c'est un instrument de maintien de la pauvreté à un niveau acceptable. Pourquoi? Parce qu'on est dans la partie haute de la chaîne de valeur de la production. Mais en fait, quand à y réfléchir de plus près en regardant la chaîne totale de valeur, c'est-à-dire depuis la céréale plantée, le grain récolté, transformé en couscous, transformé en alcool, en acide, en tout ça, c'est ça la chaîne de valeur. La partie haute de la chaîne de valeur, et nous ne le développons pas. Mais moi, je suis persuadé que l'agriculture doit être source de création de richesse plutôt que source de soutien de la misère. Quand on se place d'un côté, on soutient la misère, le pauvre rendement, il a son grenier rempli, et puis si le temps est mauvais, il n'a pas à manger, mais il y a autre chose à faire de ça. C'est ça ma vision, et je pense que dans les pays africains, puisque vous avez posé une question plus ou moins personnelle, nous avons expérimenté, nous pensons que si on considère que c'est un facteur de production, qu'on s'intéresse à la belle partie de la chaîne de valeur, on peut créer une richesse, on peut transformer l'agriculteur en businessman, en créateur de richesse à son échelle, à condition, encore une fois, que la chaîne de valeur sur laquelle il se penche soit la mieux choisie. Quand vous regardez le golfe de Guinée, cette extraversion-là, c'est ça qui nous rend complètement dépendants, qui nous rend pas résilients du tout aux crises alimentaires. Le golfe de Guinée, si vous regardez, les habitudes alimentaires, c'est les tubercules, c'est la patate, c'est l'igname, c'est le manioc et c'est les produits de cueillette. Tenez-vous bien, malgré toutes les grandes crises mondiales, avez-vous entendu un pays équatorial, le Congo par exemple, qui a toutes les misères de la terre, on n'a jamais entendu qu'il y a la famine là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas fait l'extraversion de leur diète. Ils seront toujours sur les produits de cueillette, ils vont avoir leur banane plantain, donc à la limite, ils s'en foutent de ce qui se passe en Ukraine, sauf les citadins qui sont en train d'attendre leur croissant au beurre ou des choses comme ça, ou qui ont décidé de substituer le ragoût de patates douces au ragoût de pommes de terre ou je ne sais pas moi, quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est ce que je veux dire. Opportunité unique pour l'Afrique
et ceux qui font les politiques africaines de revenir aux fondamentaux, bien sûr de participer aux échanges internationaux, mais de revenir aux fondamentaux en disant le bon Dieu a mis sur chaque place de la terre ce qu'il faut pour les habitants de cette place pour vivre. Maintenant, s'ils vont aller chercher leur ration à 1000 km de là, ils se mettent dans les difficultés. Ne négligeons pas le potentiel génétique de ce qu'on a. Ne faisons pas en sorte que la course au rendement, la course au grand commerce international fasse disparaître notre potentiel de culture génétique ce potentiel qui a nourri des générations passées. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur cette question de sécurité vue d'un point de vue national. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Dr Bessaoud que l'opportunité que nous avons avec la ZLECA, c'est extraordinaire. On a 3 millions de terres irrigables au Mali. L'Afrique, elle seule, non seulement peut être autosuffisante, elle doit l'être, à condition que ce ne soit pas juste des politiques publiques, mais que le secteur privé s'y mêle. Mais elle peut, parce qu'elle a eu la magie. Je pense que la ZLECA, si elle se confirme, du nord jusqu'au sud, d'ouest en ouest, ça va être la plus grande zone d'échange, de commerce. Et si on arrive à bien faire ça, on sera la prochaine puissance, en fait, dans les histoires de rapports de force qui existeront demain, parce que les anciens rapports de force sont en train d'être ballottés, on pourra jouer notre partition dedans. Donc, c'est vraiment sur une note d'optimisme, à condition que les politiques publiques soient bien réfléchies, qu'on investisse dans la culture traditionnelle pour en augmenter le rendement et qu'on fasse de la coopération sud-sud, l'Algérie, Mali, Afrique du Sud. Nous avons déjà vu qu'au niveau de la CEDEAO, malgré la crise qui prévaut, l'intérêt d'avoir un marché élargi. Nous exportons en Côte d'Ivoire, nous exportons même au-delà, parce qu'on a cette facilité politico-économique qui fait le flux des échanges entre là. À partir de ce moment, le reste peut venir tout seul. À vous, merci. Monsieur Sidibé, je pense que M. Saoud, je crois que c'est intéressant, mais M. Sidibé, il a parlé de beaucoup de secteurs, que ce soit la différence entre même le continent africain en fonction de nos consommations, mais aussi de dire que cette souveraineté aujourd'hui, est-ce que l'Afrique n'a pas déjà une réponse? Mais il a rappelé aussi qu'on revient à nos fondamentaux, c'est-à-dire qu'à certains aliments de base, mais il a également rappelé que certains pays de l'Afrique, notamment le Maghreb, culturellement, peuvent être un peu liés encore au blé, mais concrètement, qu'est-ce que l'Algérie ou l'Égypte peuvent faire, ils doivent faire aujourd'hui pour ne pas avoir cette dépendance? Mais comment aujourd'hui, entre Africains, nous pouvons travailler ensemble pour pouvoir répondre à cette problématique aujourd'hui, puisque les terres irrigables sont au Mali, sont dans d'autres pays, mais comment venir accompagner aujourd'hui ces opérateurs ou toutes ces personnes qui travaillent dans ce domaine pour pouvoir le faire? Parce que la Russie, on le sait tous, aujourd'hui, ils sont devenus premiers producteurs ou deuxième après l'Ukraine, j'en sais plus, mais c'est parce qu'il y avait eu des sanctions avant. Et c'est ces sanctions qui les ont poussés, la Russie aujourd'hui, à être incontournable dans le blé. Mais ils n'étaient pas aujourd'hui à ce niveau où ils étaient avant. Maintenant, c'est leur résilience qui les a poussés à arriver là aujourd'hui. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette crise, elle impacte plus l'Europe que l'Afrique. Mais comme il l'a dit, l'ordre mondial est bouleversé. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Et nous avons raté toutes les révolutions, en tout cas nous en Afrique. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de rater cette révolution qui est en train de se faire. Et comme on le sait tous, la Chine, elle observe tout ça de loin. Mais en réalité, elle a tout simplement pris la première place aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Je crois que les autres se battent aujourd'hui pour la deuxième ou la troisième ou la quatrième place. Mais nous, les Africains, on nous a oubliés. Je pense que c'est comme ça qu'on avait oublié les Chinois. Et aujourd'hui, dans le silence, ils se sont mis à travailler. Aujourd'hui, ils sont la puissance qu'on ne peut plus l'ignorer. Et nous, les Africains, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'unir? Est-ce qu'on va être soudés? Est-ce qu'ensemble, quelle réponse nous allons apporter? Parce que la question qui se pose aujourd'hui, cette crise mondialisée montre que l'Europe, en fait, n'est qu'un pays, qu'il y a, en fait, dans ce monde aujourd'hui où on connaît, il y a la Chine, il y a l'Inde, sans doute, mais il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a la Russie et il y a les États-Unis. Et nous, les Africains, est-ce que nous avons aujourd'hui une réponse claire à ça? Et comment nous allons travailler pour avoir des politiques publiques pour pouvoir répondre à cette question, à cette problématique? Mais est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à ce que le secteur privé soit accompagné pour pouvoir apporter cette réponse? Ça, en Ukraine, ce n'est pas le gouvernement de M. Zelensky ou en Russie de Poutine qui cultive la terre. Ce sont le secteur privé. Mais les mécanismes ont été mis en place pour pouvoir répondre à cela. Et vous qui avez beaucoup de recherche et beaucoup d'expérience dans ce domaine, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller à nous, les Africains, mais aussi
Et comment nous pouvons apporter une réponse claire à cette période de géopolitique aujourd'hui? Peut-être 2 ou 3 points que je voudrais aborder. D'abord, une petite précision. Je suis maghrébin. Vous savez que la question du blé, quand on dit le blé, attention, c'est la question qui se pose, c'est la question du blé tendre, pas la question du blé dur. La crise, ce qu'importe l'Algérie, ce qu'importe l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et d'autres pays, c'est du blé tendre. Le blé dur, il y a une relative autonomie. On est à 1 million. L'Algérie est le plus grand importateur mondial. Mais quand je dis le plus grand importateur mondial, il n'importe pas plus qu'1,5 million de tonnes. Contre 8 millions, si vous voulez, près de 7 millions de tonnes de blé tendre. Et le blé tendre, c'est pas une habitude alimentaire qui est historiquement celle des Maghrébins. Le blé tendre est une culture coloniale. Elle a été introduite par la colonisation. La tradition, c'était, moi j'ai connu, je suis d'une génération qui a consommé enfant du pain d'orge et du pain à base de semoule, blé dur. Pas de pain. Le pain, la boulangerie, est apparu après l'indépendance algérienne, et Monsieur Dielab est là pour le confirmer, c'est une habitude. Alors, maintenant, pourquoi donc les pays africains abandonnent le riz, abandonnent le mil, le sorgho, etc., au profit du blé tendre et du riz asiatique? Moi, j'ai une réponse. Elle tient aux politiques publiques. Les politiques publiques, c'est tout. On a cherché à importer les produits les moins chers et à exporter. On a un modèle agro-exportateur. Voilà. Le modèle de politique publique a été un modèle agro-exportateur. L'Égypte, c'est ça. Le Maroc, c'est ça. L'Algérie, c'est moins ça. C'est un peu moins ça, l'Algérie. L'Algérie, c'est la question de l'Algérie, c'est des ressources qui sont très limitées, contrairement à ce qu'on pense. Et puis, c'est une démographie galopante. Nous étions 11 millions à l'indépendance, on est 46 millions. Les Pays-Bas étaient à 11 millions en 62, ils sont à 25 ou 26 millions aujourd'hui. Vous voyez le gap et la différence. On aurait pu, si on avait eu la croissance démographique d'un pays comme les Pays-Bas ou comme l'Europe, on aurait pu résoudre de façon tout à fait naturelle la question alimentaire. Alors, pourquoi les politiques publiques? Elles ont choisi un modèle, eh bien, face à l'inégalité dans la répartition des richesses, au pouvoir d'achat, etc., on a mis en place. Eh ben, vous savez, pourquoi la demande est si forte sur le blé tendre? Parce que c'est un produit, c'est le pain, et c'est un produit qui rentre, qui est subventionné, qui est à la portée de toutes les bourses. Le pain est subventionné en Égypte, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, et c'est des subventions. Alors aujourd'hui, elles pèsent lourd. C'est près de 2 milliards de dollars, 2 milliards et demi de dollars pour l'Égypte, par exemple, parce qu'il y a 70 millions de personnes qui bénéficient de cette subvention pour acheter le blé tendre subventionné. Donc, il y a un problème de politique publique. Alors, et il est inséparable d'une autre question. La question du statut qu'ont occupé les paysanneries dans les politiques publiques. Les paysanneries ont été effacées des politiques publiques. Je le dis et je le démontre, et je peux vous le démontrer. On n'a pas le temps ici de faire cet exercice, mais depuis ces 30, notamment, depuis l'adoption des plans d'ajustement, on a effacé de la carte sociale la figure du paysan a disparu au profit de l'agribusiness. Donc, on s'est dit, bah, on va compter sur voilà, les investissements, les locations de terre, l'investissement agricole, enfin, je veux dire, sur l'entreprise agricole. On a pris ce modèle et on a abandonné. Et vous savez, lorsque j'ai travaillé sur la crise du Covid et ses répercussions sur le système alimentaire, ben, j'ai trouvé que finalement, pour l'Afrique, on m'avait posé la question. Dès qu'il y a eu la crise sanitaire, Bruxelles me posait, Monsieur Bessaoud, que pensez-vous? Écoutez, ne vous focalisez pas sur l'Afrique. Elle est résiliente. Pourquoi? Tout simplement parce que 80%
des paysans en Afrique, c'est des agriculteurs familiaux dont l'objectif est de sécuriser leur alimentation. C'est la sécurité des ménages qui compte. C'est dans ces systèmes familiaux, cette agriculture paysanne, cette agriculture familiale, que nous avons le mil, les tubercules, du sorgho, de ceci, des cultures vivrières. Elles sont pas toutes les agricultures familiales ne sont pas spécialisées dans la production à exporter. Même si elles participent par ailleurs. Même si elles participent. Et là, évidemment, lorsqu'elles participent, la question est celle du prix payé au producteur pour renouveler son matériel et investir dans son exploitation. Donc, à mon avis, quand je dis ça, la réponse, du point de vue politique, la solution, elle est qu'aujourd'hui, il faut qu'en Afrique, il faut qu'au Maghreb, il faut qu'on remette au centre l'agriculture, et dans cette agriculture, ceux qui vivent et qui y travaillent, et qui sont les plus nombreux, c'est les agriculteurs familiaux. C'est cette figure-là qui demande à être réhabilitée dans nos politiques. C'est cette figure-là, c'est cette classe sociale ou ces groupes sociaux qui mériteraient des appuis, des encadrements techniques, des subventions, vous voyez ce que je veux dire? Et même, je vais aller même plus loin, vous savez, les savoir-faire paysans, vous en parliez, monsieur Massidibé, on a la semence, on l'a perdue. Les semences locales, celles qui étaient sélectionnées au fil des temps, qui étaient séculaires et qui résistaient, qui étaient adaptées au terroir, on a complètement, parce que les politiques publiques, on s'est dit, on va adopter le paquet d'intensification agricole avec son paquet chimique et ses semences hybrides, etc. Résultat, on a perdu. Le premier maillon de la souveraineté alimentaire, on l'a perdu. C'était la semence. C'est le premier chaînon de la souveraineté alimentaire dans nos pays. Et c'est cette bataille de la reconquête de nos semences locales, de leur protection, des banques de gènes, des échanges entre Africains là-dessus. Vous savez que le blé dur qui a été sélectionné dans le temps par nos paysans, c'est un blé saharien, c'est un blé qui vient de chez vous, qui est remonté, qui a été sélectionné, qui était dans les oasis algériennes. Et pourquoi? Parce qu'on a trouvé que c'était la semence qui résistait le plus et qui était le plus adaptée au climat, au sol, etc. Vous voyez voilà, c'est ça. On a besoin de changer de modèle technique. Les agriculteurs familiaux savent. Vous savez, la révolution de l'agroécologie aujourd'hui, c'est quoi? C'est les associations de culture, les productions vivrières, l'agroforesterie, l'absence de travaux, ou en tout cas, ce qui est important, c'est le sol et pas les travaux mécaniques, l'absence de machinisme et d'un paquet de machines, etc. C'est cet échange entre si vous voulez, les céréales, le champ et les animaux, cette association plante-animal, tous ces éléments que je suis en train d'évoquer sont des pratiques savantes que nos paysans savent dans beaucoup de régions développées. Ils ont tous un petit élevage avec une fertilisation naturelle. Ils associent les cultures vivrières avec d'autres cultures, avec des plantations fruitières. Bref, au contact. Et là, je vous rejoins. On a besoin de la science, donc des principes universels de l'agroécologie, la science des sols, etc. Et nos institutions de recherche, de formation devraient davantage faire cette conjugaison entre pratiques savantes des paysans et ces modèles agroécologiques. Et pour assurer la transition agroécologique, qui est tout à fait utile et surtout vitale pour faire face aux changements et aux menaces du changement climatique, pour assurer la transition aussi énergétique, parce qu'elle est faiblement consommatrice de produits chimiques, de machines, etc. Donc, peu consommatrice d'énergie fossile, et donc tout à fait dans les axes d'une transition énergétique. Et là-dessus, je suis d'accord, on a des viviers de petits jeunes qui sont géniaux, les startups qui essayent de créer, d'inventer des sites. Eh bien, que les politiques publiques, et c'est leur rôle, puissent irriguer le champ de l'agriculteur par ces nouvelles technologies, par ce savoir qui est formé dans les universités, dans les institutions, etc. Voilà, vous voyez ce mouvement, mais ce mouvement-là que je décris est un mouvement qui
du point de vue politique, signifie que nos décideurs soient attentifs à leur population, à leurs besoins, et remettent au centre de leur politique la force vitale, celle qui crée des richesses, celle qui assure la sécurité alimentaire des ménages et même des territoires, pas nationales, mais aussi des territoires. C'est cette paysannerie laborieuse qui est la plus pauvre, la moins instruite, la plus exploitée et qui, malheureusement, et qui, dans les faits, est celle qui, c'est là que se trouve le capital, le vrai capital à mobiliser. Excusez-moi une seconde, juste une seconde, sur la question du blé et de la Russie et l'Afrique, parce que c'est une question. C'est une question qui se pose. Est-ce que, alors, moi, vous savez, j'essaye de suivre les marchés, mais aussi ce qui se dit autour des marchés. Aujourd'hui, par exemple, le directeur exécutif du programme alimentaire mondial, M. Beisley, dans les médias d'aujourd'hui, on est en train de dire, ah, mais les Russes, ils ont fermé les marchés ukrainiens, il faudrait qu'ils libèrent les ports, etc., les silos sont pleins. Ben, tout ça est faux. Tout ça est faux. Les silos, aujourd'hui, le blé, ça, c'est tout. Enfin, les gens sérieux hein, qui se documentent, on a aujourd'hui, la campagne commerciale est quasiment terminée, nous sommes le mois de mai. Il y a 5 millions de tonnes qui sont effectivement, qui n'ont pas été vendues, qui restent dans les silos. Sur les 30 millions de tonnes, enfin, l'essentiel de la campagne commerciale, l'Ukraine l'a faite. Mais ce qu'on oublie de dire, le premier exportateur mondial, c'est la Russie. Levez les sanctions pour que M. Beisley puisse mobiliser les 2 millions de tonnes ou les 3 millions de tonnes d'aide alimentaire. C'est de ça qu'il s'agit pour moi. C'est de ça. Et nous sommes en train de faire du blé une politique. Enfin, le blé est devenu une arme géopolitique. Le prix du blé, c'est de la géopolitique aujourd'hui. C'est la géopolitique qui est en train de fixer le prix du blé. C'est pas parce que la disponibilité existe. Même en dehors du marché, etc. Regardez le dernier rapport de la FAO sur les disponibilités et le commerce du blé. Ma foi, la question il y a des possibilités de s'approcher, surtout l'Afrique, hein, qui n'est pas la plus grande consommatrice de blé dans le monde. Je dis bien, c'est pas là que se trouve la demande, la plus forte des demandes. Quand je dis l'Afrique subsaharienne, c'est vrai que le premier pôle le plus menacé, c'est le Maghreb. Hein. C'est le Maghreb, c'est quasiment 15% voilà. Et c'est le Maghreb qui est menacé en gros. Hein. Mais le Maghreb, en dehors de l'Algérie, c'est un paradoxe. L'Algérie n'échangeait pas avec la Russie et l'Ukraine. L'Algérie, c'était l'Union européenne, c'est la France et l'Allemagne. C'est l'Égypte, la Tunisie, et après le Maroc. 30% de son blé, c'est la Russie. Et donc, il n'est pas question de punir ces pays qui, voilà, c'est ça la question. Alors, docteur, justement, pour répondre un petit peu à tout ce que vous êtes en train de dire, je passe un petit bonjour au passage à notre président d'honneur, M. Kassim Aïtiala, qui nous suit depuis certainement Alger ou Paris, parce que comme c'est un grand voyageur, on ne sait pas d'où il est, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire que, justement, quand je vous écoute tous les trois, et peut-être que je demanderai à M. le ministre de nous dire qu'au vu de ces éléments, de tout ce que M. Sidibé nous a dit et ce que vous venez de dire, parce qu'on est vraiment revenu dans l'histoire et ça nous permet à nous, jeunes générations, de comprendre d'où tout ça on est parti et pourquoi on en est là. Mais comment, selon vous, M. Djellal, nos pays peuvent-ils tendre vers une indépendance alimentaire de façon concrète, mais peut-être vraiment en 2 minutes pour qu'on puisse gérer ce temps-là, parce que je rappelle qu'il nous reste maximum 10 minutes tout au plus. Donc, en 2 minutes, Monsieur le ministre, comment nos pays peuvent vraiment prendre cette indépendance alimentaire de façon générale, hein, nous parlons de façon parce que nous savons que l'Éthiopie, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Mali, le Sénégal, aujourd'hui, cette question intéresse tous nos pays africains. Mais comment on peut répondre à cette problématique de façon concrète? Merci, M. Ahmad. Moi, je suis donc à ces clarifications de nos amis Omar et M. Barama. Moi, je vais parler côté institutionnel. Si on prend un exemple très récent, c'est l'exemple de l'Union européenne, les années 50 jusqu'à les années 60, ils n'étaient pas autosuffisants.
L'Union européenne, c'est grâce à la réunion de tous les efforts des 28 États. Avant, ce n'était pas 28, c'était 8 États. Mais c'est la politique agricole commune qui a fait que l'Union européenne devienne une force agricole, producteur et exportateur, avec toute une politique commune en matière agricole, en matière de développement, en matière d'innovation budgétaire et commerciale. Donc tous ces éléments-là ont été réunis pour sortir de l'Union européenne des années 80 comme une force agricole à l'échelle mondiale, et deuxième force agricole, je crois. Maintenant, pour nous, côté institutionnel, moi je pense que si on fait une évaluation du patrimoine, l'offre qui existe est en dormance, une offre en dormance, soit en termes de semences, soit en termes de potentiel superficie agricole et tout, nous sommes au-delà de la demande. C'est-à-dire l'offre en dormance est supérieure à la demande du marché africain. C'est-à-dire, sur le plan institutionnel, je crois qu'il faut que nos institutionnels, et notamment les ministres de l'Agriculture, les ministres du Commerce et les ministres de l'Agro-Industrie, se réunissent il nous faut un cadre institutionnel pour qu'il y ait déjà un mécanisme embryonnaire de coopération, de développement et d'intra-échange entre les pays africains. C'est sûr et certain, maintenant, certains pays africains individuellement vont réussir leur suffisance. Mais la question reste problématique pour le continent. S'il y a 2 ou 3 pays qui vont réussir, mais les 35 ou les 38 pays seront toujours dans la tourmente de la crise alimentaire. Donc moi, je crois que la solution, elle est commune. Cette solution doit passer par un cadre institutionnel et juridique qui permettra de développer la politique agricole en amont. Moi, je suis d'accord avec M. Omar sur la question de semences, parce que c'est une question cruciale pour la souveraineté alimentaire, en passant par la modernisation de notre agriculture, et aussi, et ça c'est certain, c'est l'actualité, c'est l'intervention de l'innovation de nos startups pour donc créer donc des nouveaux mécanismes de l'innovation pour donc développer notre production agricole. Je crois que les éléments sont là, mais il faut qu'il y ait un cadre institutionnel pour travailler sur la question. Bien sûr, un cadre institutionnel qui doit être conforté par un think tank, donc par un groupe d'experts en la matière, pour développer toutes les pistes nécessaires à la sécurité donc, alimentaire en Afrique. Voilà ce que je peux dire, M. Amadou, sur cette question-là. Je vous remercie. Donc, je pense que nous allons peut-être sauter cette question-là, monsieur. Vraiment, on ne va peut-être pas faire économie de cette question, mais vous pouvez revenir dessus si vous le souhaitez. Mais la question aujourd'hui, je pense que c'était déposé sur les pays africains, notamment le Bénin, le Burkina, mais M. Sidibé en a parlé un petit peu, il a expliqué pourquoi tout cela. Mais nous allons peut-être demander pourquoi nous pouvons, quelle marche nous pouvons suivre, mais surtout pour tourner cette situation de crise en une opportunité pour l'Afrique. Comment on peut se positionner? Je pense que là aussi, des pistes ont été dites, mais revenir sur cette question-là. Et après, M. Omar pourra intervenir également, après M. Sidibé. Et après, chacun va essayer de conclure, parce qu'on a pris beaucoup de votre temps aujourd'hui. Nous pensons que cette conférence a été une réussite, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de vous récupérer encore, parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et je pense que beaucoup de personnes sont en train d'apprendre. Mais cette question aujourd'hui, M. Sidibé, c'est de voir comment nous pouvons utiliser ça comme une opportunité pour l'Afrique, capter le marché et se positionner. Je pense que vous en avez parlé, mais peut-être que vous pouvez conclure un petit peu en passant par tout cela et de façon plus large, vous pouvez progressivement passer la parole à M. Omar et chacun va essayer de conclure cette conférence. M. Sidibé. Okay. Bon, vraiment, c'est un message d'espoir comme d'habitude. Hein. Et chaque fois qu'il y a une crise, ça donne les ressorts. Quand il y a l'imagination, l'innovation dans la tête, l'envie d'avancer, l'envie de préparer pour les générations futures, des solutions et une fenêtre de tir pour rectifier les choses. On a tous parlé, mes collègues et moi, qu'on a une crise géostratégique, qui a déclenché des crises de marché, des crises logistiques, ajouter à ça la planète qui est un peu en mauvais état. Mais celui qui est en arrière a toujours beaucoup plus d'espace de liberté pour rattraper les autres que celui qui est en avant. Nous sommes un peu en arrière. Et je pense que c'est le temps de votre génération, Amadou,
vous êtes férus de technologie. L'agriculture, honnêtement, c'est une activité où la technologie a sa place. Les pays les plus avancés sont ceux qui maîtrisent les semences. Et les semences, ça se fait par la science et la technologie. Les pays les plus avancés, c'est les pays qui arrivent à contrôler les conditions climatiques de façon à ce qu'une culture prospère le mieux possible. Tout ça, ce sont des activités pour les générations à venir. Quand on veut envelopper tout ça, on dit que l'agriculture doit être une opportunité de faire du business. Ce n'est pas une canne pour un pauvre pour qu'il ait la ration tous les jours. Il faut qu'on change ça. D'ailleurs, c'est simple. Hein, regardez, les plus grands groupes mondiaux sont des groupes agro-industriels. Nestlé, Monsanto, tous ces gens-là, ils brassent des milliards. Donc, c'est dire que quand on choisit la technologie, la haute technologie, la technologie qui peut changer les choses, on peut arriver à quelque chose. Nous avons lancé une petite expérience avec des jeunes ici pour faire de la production de semences par biotechnologie au bord du fleuve Djoliba ici. Je peux vous dire que ce qu'on croit que la science et la technologie est réservée pour les pays du Nord où toutes les conditions sont remplies, c'est vrai que c'est facile là-bas, mais que de rétribution quand on fait ça dans un pays du Sud et qu'on met les jeunes à contribution parce qu'ils sont mieux à même de comprendre la science, mieux à même et de se rendre compte que l'agriculture, c'est aussi une science de la vie. La même chose que la médecine humaine, on sait comment les chromosomes fonctionnent, on sait comment orienter. C'est parallèle, c'est pratiquement la même chose. C'est une science de la vie, comme la science médicale est une science de la vie. Et c'est une science de la vie productive côté agriculture. On ne doit pas laisser, vous, jeunes générations, vous ne devez pas laisser cette niche-là. Vous ne devez pas continuer à considérer que l'agriculture, c'est juste une canne sur la main droite d'un pauvre pour qu'il continue à avoir sa pitance avant la saison prochaine. Ce n'est pas vrai du tout. Et d'un point de vue macroéconomique, à condition que de bonnes politiques publiques, l'Afrique a le potentiel des terres, a le potentiel de l'eau, du soleil, de tout ce que vous voulez. Le fameux chaînon faible, c'est les politiques publiques. Bon, moi, je pense que le secteur privé peut tirer. Je pense qu'à la façon dont l'Italie a développé une petite agro-industrie sans une industrie de transformation, sans qu'elle soit un gros producteur agricole, ce modèle peut s'appliquer à la jeune génération au Nigeria, au Sénégal, au Ghana, à condition de regarder la chaîne de valeur et qu'on ne soit pas, comme disait mon frère Bessaoud, que juste des exportateurs de matières brutes ou à peine des exportateurs et qu'on donne de la valeur aux choses. On a une population très jeune, elle a envie d'en découdre. On a besoin de changer, comme disaient mes collègues, l'image de l'agriculture. C'est 70% de notre population. Donc, si on doit tirer la richesse quelque part et que cette richesse profite aux hommes et aux femmes, c'est forcément vers l'agriculture qu'il faut aller comme activité économique. Ce n'est pas vers le nucléaire, ce n'est pas notre force. Ce n'est pas vers tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, nos enfants sont bien éduqués, ils sont capables de développer des programmes web, ils sont capables de faire l'intelligence artificielle. Moi, je vous jure qu'une initiative comme Cluster Digital Africa, vous pouvez créer des marchés électroniques, vous pouvez créer des transactions sur le web et tout. Ça fonctionne déjà en Afrique. Ça fonctionne en Algérie, on le voit en Côte d'Ivoire, qu'il y a des jeunes qui se sont mis à créer du commerce électronique et localement bien fait. Vous êtes bien formés. S'il vous plaît, tirez dedans, essayez d'avancer et vraiment que cette histoire du plus fragile comme le Covid, donc c'est les plus fragiles, ils seront les derniers servis s'ils en veulent ou bon, comme ce qu'on dit actuellement, qui me désole d'ailleurs. On est dans la réaction, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans la prospective. Dès qu'une crise se pointe là-bas, se lève, bon, je mets 1,5 milliard à la disposition pour faire des choses qui auraient dû être faites il y a longtemps. La Banque mondiale, je mets 15 milliards à la disposition pour des choses qui auraient dû être faites il y a longtemps. Investissons dans la connaissance, dans la technologie, ce n'est pas en dehors de nos compétences. Et vous, jeunes générations, faites de l'agriculture, pas une canne pour marcher, mais pour le progrès de votre société. Merci. Je pense qu'on a bien fait, M. Sidibé, d'enregistrer cette conférence parce que c'est des paroles que nous allons écouter, mais nous allons aussi essayer de partager aussi avec pas mal de personnes parce qu'on apprend beaucoup
c'est l'espoir que vous nous donnez en cette période où les gens sont désespérés, où le monde va dans tous les sens. C'est important de vous écouter, mais de savoir que malgré tout ce que vous avez traversé, malgré tout ce que vous avez connu et tout ce que vous avez vécu, vous continuez à œuvrer aujourd'hui pour le bien-être de notre jeune population. Mais je rappelle que notre génération aujourd'hui, la chance que nous avons vous. Et peut-être que vous n'avez pas des personnes comme nous à l'époque, mais nous, notre génération, nous avons une chance énorme. Maintenant, vous avez dit à nous de la saisir, mais à nous de savoir aussi faire des opportunités. Nous pensons que nous avons bien entendu cela au niveau du cluster Digital Africa, mais que ce soit au niveau de la jeunesse africaine de façon générale. Comme je l'ai dit, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'être soudés. Mais nous savons tous, on est conscients, et vous conviendrez avec moi que la seule ressource aujourd'hui qui nous appartient à nous tous, où il n'y a pas de géopolitique, c'est le digital. Et nous pensons que ce digital doit être utilisé. C'est un outil transversal aujourd'hui. Il doit être un élément catalyseur dans tous les secteurs. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et nous allons solliciter votre conseil. Nous allons solliciter vos bénédictions pour nous accompagner. Monsieur Bessaoud, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous accompagner aujourd'hui au niveau de cela? Mais quelles sont les recommandations que vous pouvez donner? Mais comment le digital peut être un levier de développement et de croissance, mais en utilisant l'agriculture comme sans doute un des leviers le plus importants. Et nous savons que nos pays aujourd'hui sont en train de suivre cette mouvance de mondialisation, de globalisation, de géopolitique, de tout ce qu'on veut. Mais le plus important, on nous impose d'avoir les objectifs de développement durable. Mais est-ce que nous avons besoin encore d'attendre ces ODD-là? Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité du monde n'a pas changé? Qu'est-ce que nous pouvons proposer aujourd'hui à la génération, à nous, notre génération, mais encore aux plus jeunes que nous, nos générations futures? Nous le savons que certains investissements ne paieront que dans 20-30 ans. Peut-être que notre génération, nous serons les papas. Comment vous pouvez nous guider rapidement pour cela? Et comment aussi vous pouvez conclure en même temps? Et peut-être on donnera une dernière parole à M. Djelal. C'est Djelal qui a été avec moi pour proposer votre nom, proposer des conférenciers et avec qui nous avons regardé les profils comme le vôtre qui nous intéressait beaucoup, mais comme M. Sidibé, que nous savons que c'est des personnes ressources qui sont prêtes à accompagner la nouvelle génération. Donc, au passage, je remercie M. le ministre Saïd Djelal, qui est sans doute un de nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui, qui est le président de la commission des zones libres d'échange au niveau du cluster Digital Africa. Justement, il est en train de la tête de cette commission comme référent pour réfléchir à des problématiques, apporter des questions qui seront partagées avec tous les Africains. Donc, nous allons certainement vous solliciter, vous, M. Sidibé, qui est aussi un de nos ambassadeurs, qui a déjà fait le déplacement pour venir nous encourager et nous donner toute sa bénédiction. Donc, nous espérons que vous aussi, vous allez participer à ça. Je rappelle que le Cluster est une plateforme d'intelligence collective et de co-construction et qui est apolitique, qui a un objectif sur le développement du continent. C'est d'utiliser chaque pays comme levier, mais c'est aussi ensemble, c'est de fédérer. En tout cas, pour moi, et c'est que je dis à chaque jour, pour moi, et je pense pour la plupart de nos membres du Cluster, c'est sans doute une des plus belles initiatives qui a jamais été mise en place pour fédérer l'ensemble des gens autour du développement, mais aussi du partage ou de co-construction. C'est un instrument de paix, mais aussi de cohésion entre nos communautés, entre nos pays, mais surtout de dire que le cluster, il est africain, d'autant plus que c'est une plateforme panafricaine, mais il est ouvert à toutes les personnes qui pensent qu'ils ont un intérêt avec le développement de l'Afrique, mais qui pensent qu'ils ont un intérêt avec le digital. Donc, nous sommes ouverts à des propositions. Nous souhaitons impacter notre génération. Nous souhaitons impliquer aujourd'hui l'ancienne génération, mais nous souhaitons toutes ces personnes expérimentées de venir accompagner et soutenir notre initiative en partageant l'expérience comme vous êtes en train de faire aujourd'hui. On connaît vos agendas chargés, mais vous avez tenu à être là pour partager avec nous. Je pense que ce thème-là, il a été intéressant et nous n'allons pas manquer à chaque fois de vous consulter. Et peut-être que ma modération, c'est normal, ne m'en voulez pas trop, mais quand je vous ai en face de moi, et M. Sidibé, qui, quand j'étais petit, j'ai toujours voulu lui ressembler, mais aujourd'hui, j'ai l'ambition de le dépasser encore parce que c'est ça mon objectif. Je l'ai dit la semaine dernière, pour conclure de ma part, que quelqu'un me demandait qui est mon mentor. Je lui disais que c'est Mossadegh Bali, mais je l'ai dit, d'ici 10 ans, je vais changer et je serai plus fort que Mossadegh Bali, et si Dieu me donne la force. Pourquoi? Je pense que c'est ça son souhait, Mossadegh Bali, c'est ça son souhait, M. Sidibé, c'est le souhait de Kassima Taïla, toutes ces personnes qui me coachent au quotidien, qui veillent sur moi. Leur souhait, c'est de me voir aussi les dépasser, mais mon souhait aussi est de voir les plus jeunes que moi aussi me dépasser. Donc, on est parti pour une bonne dynamique. M. Omar, vous allez pouvoir conclure et on va donner la parole à M. Sidibé et on laissera M. Djelal conclure la conférence si sans doute vous me permettez encore de vous gratter encore 5 minutes. Et moi, je ne parle plus. En tout cas, que Dieu nous préserve, que Dieu vous préserve et que la paix soit dans nos pays. Et encore bravo à tous ceux qui nous suivent. Merci.
Merci, Monsieur Amadou. De toute façon, je peux vous exprimer toute ma solidarité et si vous voulez, ma volonté d'accompagner en termes de réflexion. Et je suis tout à fait, et je me sens très proche de vous tous, hein, tout proche. Pourquoi? Enfin, je me dis finalement, c'est vrai qu'il y a une communauté africaine, celle des institutions, l'Union africaine, mais cette communauté africaine ne peut exister sans cette communauté, ce lien entre vous, entre nous, intellectuels, techniciens, jeunes. Je veux dire, l'Afrique se construit aussi dans cette alliance, dans cette relation fraternelle et d'échange que nous avons, que nous pouvons avoir nous tous entre Africains. Voilà. Je pense que la société civile africaine doit également dire et exprimer sa volonté de cette construction africaine à laquelle nous sommes attachés. Alors juste un mot ou deux. Moi, je pense que il faut revenir aux politiques publiques, les corriger à la lumière des crises que nous vivons. Les crises que nous vivons nous montrent que il faut réinvestir davantage dans les cultures stratégiques. Monsieur Sidibé a beaucoup insisté sur mais qu'est-ce qu'on mangeait? Revenir à cette sobriété, à ces consommations qui ont fait la culture aussi, parce que l'alimentation c'est un modèle culturel, c'est une expression aussi de nos valeurs culturelles. Donc revenir à ça. Je pense qu'il y a aussi, et là, c'est là que qu'est attendue cette jeunesse porteuse de progrès, d'innovation technique, etc. C'est sur deux points, il me semble. C'est d'abord les systèmes alimentaires. Moi, j'ai vu comment, je vis dans une région qui est Agropolis. Hein. Agropolis, c'est un des plus grands rassemblements scientifiques en matière d'agronomie, d'alimentation et tout ça. Et j'ai vu ce qui se passe et j'ai vu un certain nombre d'innovations portées par des Africains dans le domaine, par exemple, de la transformation de produits locaux, de leur valorisation, donc avec tout un paquet de connaissances, d'investissements techniques, etc. De même que, il me semble que la question qui est très importante aujourd'hui pour moi et qui va, lorsque la crise ukrainienne sera derrière nous, sera là, c'est le choc climatique. Et là, les innovations sont attendues. C'est là que nous attendons les startups, les innovateurs pour suivre dans les champs les modes, les modes techniques et les pratiques techniques à améliorer pour faire face à ces menaces. Et enfin, dernier point, je pense que la question de la sécurité alimentaire ou de la souveraineté alimentaire en Afrique est inséparable d'une grosse question qui est celle du développement global. Il ne peut pas y avoir de souveraineté ou de sécurité sans développement global. Pensez-vous que la Chine est un des plus grands importateurs mondiaux, la Suisse est un importateur mondial, l'Union européenne, ou le Japon avec ses 80 milliards, je veux dire, de dollars d'importation alimentaire, pensez-vous que ces pays sont dans des situations d'insécurité? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont un modèle technique, ils ont un modèle industriel, ils ont un développement qui leur permet justement de s'insérer et d'assurer, parce que l'agriculture ne peut pas à elle toute seule supporter le développement, elle a besoin du concours de ces nouvelles technologies, de l'industrie, des services et donc de progrès à réaliser dans d'autres secteurs de l'activité économique. C'était un petit peu mon mot. Et puis, sur l'urgence est celle de faire face aujourd'hui à la famine. Elle est là. Il y a 20 millions de personnes dans la corne de l'Afrique qui sont directement menacées par la sécheresse et la famine. Il y a des millions de déplacés aussi du côté du Burkina Faso, des pays du Sahel, du Niger, etc., avec l'instabilité et l'insécurité qui règne. Là-dessus, je pense que tout laisse à penser que la clé de la sécurité alimentaire, elle est aussi dans la restauration de la paix et le retour de la Russie sur le marché. Voilà, merci beaucoup. Si c'est à moi le tour, j'ai commencé mon intervention tout à l'heure, il y a 1 heure ou peu, en disant que nous vivons
une chronique d'une crise ou mutation, comme on le veut, annoncée. Je peux terminer par dire que toute crise, mutation est une opportunité pour certains agents de retracer les sillons de l'avenir. C'est le cas pour les jeunes Africains qui sont de plus en plus mieux formés, bien formés, qui excellent à mort dans les nouvelles technologies. Parce qu'il est bien dans les nouvelles technologies, on a très peu besoin d'infrastructures. Votre ordinateur à votre domicile, même sur votre chevet, vous pouvez créer un code, vous n'avez pas besoin d'une usine, vous n'avez pas besoin d'emprunter des milliards pour créer WhatsApp ou des petits logiciels qui se vendront à des milliards. Il y a plein de choses que vous pouvez et que vous devez faire, vous les spécialistes en digital. L'Afrique souffre du fait qu'il n'y a pas d'informations sur les marchés. Or, tous les Africains, et même ceux qui ont moins du SMIC, ont un téléphone, ils ont accès à Internet, ils ont tout le monde. Donc, il y a du pain sur la planche pour vous, pour faire des affaires, et des systèmes d'information de marché dans les villages, une plateforme de commerce électronique, locale, régionale. Moi, j'ai toujours rêvé dans l'échange avec vous que vous pourriez créer l'équivalent, je m'excuse du terme, des marchés de gros style Rungis digital dans tout le Sahel qui prendrait toutes les informations, qui mettrait à la disposition des investisseurs, des acteurs du marché et tout. Parce que le rêve, c'est que nous, dans notre temps, l'agriculture, c'était une canne pour ne pas mourir de faim. Vous devez en faire avec la technologie, la recherche, le monde qui est ouvert, le monde sans frontières. Le logiciel que vous faites à Bamako aujourd'hui peut trouver de la valeur, je ne sais pas où, ailleurs au Japon. Créez de la richesse avec votre cerveau et faites que l'avenir soit meilleur et faites que l'opportunité que nous avons actuellement des changements de rapport de force, et nous sommes témoins de ça, comme l'herbe est témoin de deux éléphants qui se battent, il doit faire attention pour qu'on ne lui marche pas dessus. Mais le problème des éléphants, c'est leur problème. Mais nous devons tirer parti collectivement sur ce merveilleux continent qu'est l'Afrique, où j'ai le plaisir de voir mon frère algérien, quelqu'un du Kenya et tout. C'est tellement beau. Il y a tellement peu d'espace dans le monde géographique et si vierge d'infrastructures, si vierge de beaucoup de choses, en souhaitant que ceux qui nous dirigent aient les bonnes politiques. Et c'est vous qui devez les aider aussi à avoir les bonnes politiques. Ils n'ont pas la science infuse. Ils sont allés faire des élections pour dire on va vous diriger, on s'en sent capable et on en a la motivation. Ça ne suffit pas. Il faut que vous soyez ceux-là à côté pour continuer à pousser. En tout cas, je remercie mes collègues. Je remercie l'audience et ça a été vraiment un plaisir. J'ai beaucoup appris de cette discussion. Merci à vous. Monsieur le ministre, je pense que vous pouvez conclure. J'avais promis de ne plus parler, mais je pense que M. Sidibé me lance une fleur. Bien évidemment que ces solutions, et je rappelle juste une petite anecdote. Quand moi je suis rentré en 2010 de la France au Mali, c'était un site de vente en ligne que j'avais voulu créer, que j'ai créé d'ailleurs, que j'avais mis en place. Et à l'époque, en 2010, ce n'était pas quelque chose qui était adapté au marché, au contexte malien. Et je me suis réorienté vers l'infrastructure et aujourd'hui vers l'ingénierie. Et c'est pour dire que ce que je suis devenu aujourd'hui à 99 ou même 100%, c'est parce que c'était mon projet de site de vente en ligne. C'est pourquoi je suis rentré au Mali. Quand j'ai quitté chez HP pour rentrer en Afrique, c'était pour faire de la vente en ligne. À l'époque, Amazon n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais je me suis retrouvé confronté à de manques d'infrastructures, de législation, de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec vos soutiens, vos conseils, et tout ce qui s'ensuit 12 ans après que je suis installé au Mali. Aujourd'hui, nous avons cette plateforme qui est notre plateforme que nous avons mis, qui est africaine aujourd'hui. Vous avez vu qu'elle a bien fonctionné. Elle n'a rien à envier aux plateformes européennes ou américaines, disons même américaines aujourd'hui. Et elle est opérationnelle, cette plateforme. Mais le danger, c'est quoi? C'est que les Africains, nous ne consommons pas, nous avons encore ce complexe d'indigènes. Nous ne nous avons pas consommé encore nos propres produits. C'est ça qui nous rend souvent difficile aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, vous avez lancé une brèche. Je pense que c'est une opportunité en tant qu'investisseur que vous êtes, que je vous connais. Je crois que ce projet, il est toujours là et il a été travaillé. On a travaillé de façon africaine. D'ailleurs, je pourrais partager ces documents avec vous, justement, que j'ai élaboré, que j'ai développé, que j'ai mis dans le placard parce que je ne trouvais pas de personnes assez motivées pour encourager ce projet-là. Et c'est pourquoi la commission, les différentes commissions au niveau du cluster sont à réfléchir. Nous allons demander de temps en temps de venir
partager avec nous des brillantes idées, parce qu'au niveau du cluster, j'ai décidé en tant qu'entrepreneur social, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le CIRTIC, qui est le Centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative, qui est mon business, le cœur de mon métier. Je vis de sous-traitance pour des clients français, américains ou autres. Mais nous avons décidé de développer pas mal d'outils, pas mal de solutions africaines qui seront gérées par des personnalités comme vous. C'est pourquoi nous avons délégué la gestion de notre université virtuelle, qui était un projet REC du CIRTIC, mais nous avons délégué au secrétaire général du Cluster Digital Africa. Et il y a un comité scientifique qui est en place et on a des commissions qui sont en train de réfléchir pour justement bien gérer, mais qu'on ait une réponse africaine par rapport aux Américains, aux Russes et aux Chinois. Aujourd'hui, la question qui se passe aujourd'hui, c'est nous qui allons coloniser l'Europe aujourd'hui. Il y a un réseau social européen, il y a des réseaux américains, il y a des réseaux comme Telegram qui est russe et il y a les TikTok et les WeChat qui sont chinois. Les Européens, ils n'en ont pas. Nous allons leur demander, puisqu'ils veulent venir en Afrique, puisqu'ils se battent pour notre continent africain, puisqu'ils veulent venir s'investir en Afrique, et puisqu'ils auront besoin de notre main-d'œuvre en Afrique, ils vont utiliser nos technologies africaines qui sont adaptées à nos réalités socio-culturelles, environnementales et économiques. Voilà, et M. Sidibé, nous avons des plateformes de e-commerce que nous sommes en train de travailler. Justement, M. le ministre, il aura la lourde tâche de sa commission, c'est de réfléchir quels sont les besoins et comment nous pouvons nous apporter des solutions en termes de digitalisation de ces besoins africains. Et je peux vous rassurer que les descendants ingénieurs qui m'accompagnent au niveau du CIRTIC vont apporter toutes les solutions techniques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de complexe vis-à-vis de l'Occident. Aujourd'hui, nous avons la chance de faire les mêmes études qu'eux. La seule différence, ils sont peut-être white et nous sommes black, mais nous avons le même cerveau. Et sans doute, d'ailleurs, je pense que l'Occident est aujourd'hui en défaillance et en défaite intellectuelle. C'est ça qui ramène ces cas aujourd'hui en Europe. Ce sont eux qui se battent sauvagement aujourd'hui. Et nous, les Africains, nous devons observer cela, nous devons unir et nous devons apporter des solutions concrètes. Et aujourd'hui, nous avons besoin de nos aînés, nous avons besoin de nos papas pour veiller à ce que nous ne faisons pas les mêmes bêtises que les Européens ont fait. Parce que lorsque cette croissance est africaine, lorsque l'avenir du monde est là en Afrique, lorsque toutes les ressources sont dans nos pays, aujourd'hui, nous serons convoités et tout sera fait pour nous désirer, tout sera fait pour déstabiliser nos pays. Mais nos cultures, nos religions vont permettre aujourd'hui, nos coutumes, de tenir et de faire face à l'intelligence artificielle qui est en train de venir. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Sidibé, vous venez sans doute de nous donner une occasion en ordre de vous expliquer davantage. Monsieur le ministre, je pense que c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Je ne peux pas m'empêcher de parler parce que lorsque je vous écoute, ça me donne de l'espoir. Donc, je vous demanderai de conclure. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Nous allons partager le replay sur nos plateformes, sur notre réseau social qui est CDA Social. Vous pouvez télécharger, qui est en ligne. C'est l'équivalent de Twitter aujourd'hui. Nous n'inventons pas, nous essayons d'adapter des solutions, d'apporter des solutions africaines, des souverainetés également. Merci, que Dieu vous préserve. Monsieur le ministre, à vous la parole. Merci, Amadou. Premièrement, je me réjouis de tout cœur déjà, nous, en tant qu'experts africains, on se réunit, on discute d'une problématique mondiale, son impact sur l'Afrique, entre experts africains dans une plateforme africaine. Ça, c'est déjà, je pense que c'est déjà un atout pour nous, Africains, de développer nos idées, nos échanges entre Africains dans une plateforme dédié donc pour les Africains. Donc je remercie le Cluster Digital Africa pour l'organisation de ce type de conférence. Maintenant, concernant la sécurité alimentaire, donc moi ce que je retiens à travers donc toutes les interventions de mes amis, c'est clair que premièrement il faut donc qu'il y ait donc des politiques publiques coordonnées pour donc le développement agricole et le développement économique en général. Et là, la zone de libre-échange continentale africaine va contribuer, ça sera donc un espace de coordination de ces politiques. Deuxième élément qui est important, vous savez très bien que le continent africain est un continent très jeune par rapport aux autres continents. C'est un continent où il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits à l'échelle nationale. Et je parle là de nos jeunes en matière d'innovation et de digital. Le digital, donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à l'échelle nationale dans le digital. Je crois que le digital va donc contribuer de façon significative dans le progrès de l'agriculture. Donc, parce que là, le développement de l'agriculture ne peut se faire sans le progrès. Et ce progrès ne peut venir que de nos jeunes et de cette question de l'innovation et de digital. J'ajouterai juste un élément. Donc, aujourd'hui, nous avons pratiquement lancé un peu le débat préliminaire sur la question de sécurité alimentaire et je demanderai donc à M. le Président qu'il y aurait donc des conférences plus approfondies dans des domaines bien spécialisés. Peut-être même la prochaine conférence, ce sera le digital et la sécurité alimentaire.
Ce sera donc une question de fond qu'on peut donc, en tant qu'expert africain, discuter et voir quelles sont les pistes de développement donc de l'agriculture par rapport donc à la contribution donc digitale. Voilà ce que je peux dire pour conclure donc cette conférence, mais je vous laisserai, M. Amadou, de conclure, bien sûr. Moi, j'ai intervenu en tant qu'expert dans cette question-là. Je vous remercie, M. Amadou. Bon, la sagesse fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette plateforme africaine, donc on est sur une plateforme d'intelligence collective qui est le cluster, mais je ne peux pas me permettre de conclure lorsqu'il y a mon tonton qui est en ligne. Je lui laisserai, en tout cas, M. Sidibé, de conclure, parce que c'est comme ça qu'il est nécessaire et c'est ça qui fait la force de l'Afrique. Le respect de nos aînés, le respect de nos papas fait que je ne peux qu'animer cette conférence. Et je pense que si quelque part je dû heurter quelques sensibilités, je m'en excuse, mais je le laisserai conclure en tout cas cette conférence. En tout cas, merci pour votre disponibilité, monsieur le ministre. Merci, monsieur Omar. Et je remercie monsieur Sidibé, mais je pense que c'est à lui de conclure définitivement, puisque j'ai eu la chance d'être le président du cluster Digital Africa, mais d'être un des plus jeunes de la gouvernance. Je remercie tous les membres de la gouvernance qui m'ont fait confiance et qui me demandent à leur nom de vous remercier d'avoir consacré leur temps. Et notre président d'honneur est en ligne, M. Haïtiala, je vois qu'il est très dynamique dans le chat. Et au cas où il n'a pas son micro, il n'est pas panéliste, mais la règle fait qu'il ne doit pas parler puisqu'il n'est pas panéliste, il n'est pas concerné. Mais je pense que je parle sous son contrôle et nous laisserons M. Sidibé conclure cette conférence et on remercie tous ceux qui nous ont suivis. Et on a vu que beaucoup ont suivi même dans les régions du Mali. Ça donne de l'espoir aussi parce que le milieu rural, on ne peut pas parler de sécurité alimentaire sans notre milieu rural. Et bravo à ceux qui nous ont suivis de Bougouni, de Mopti, j'ai vu qu'ils en ont parlé, mais nos frères du Sénégal qui nous ont suivis aujourd'hui, c'est intéressant qu'ils suivent tout ce qui se passe au Mali avec cette sanction de la CEDEAO, mais nos frères sénégalais ne sont pas partis de ça, c'est une question de politique, mais on remercie tous les Sénégalais qui soutiennent le Mali, le peuple d'Algérie, mais de la Mauritanie, de la Guinée. Donc, M. Sidibé, je pense qu'il faut conclure, sinon moi je ne m'arrêterai jamais en tout cas. Voilà. Merci pour tout, chers amis. C'est un honneur pour moi de conclure. Je suis sûr que je conclue pour quelqu'un d'autre, mais j'accepte l'honneur de le faire. Et j'ai beaucoup d'admiration et des fois on est balancé entre le pessimisme et l'optimisme dans la vie. Mais quand on a des éclairs comme le cluster digital Africa qui sont de jeunes, qui sont nos enfants, nos frères, qui donnent une raison de croire en l'avenir, la partie optimisme prend le dessus. Elle devrait toujours d'ailleurs prendre le dessus. Les hommes créent des situations qui amènent du pessimisme, mais la qualité d'homme, la qualité d'être pensant, c'est qu'on peut transformer ce pessimisme en optimisme pour demain. Parce que ça ne sert à rien d'être pessimiste pour demain, parce que ça n'arrange rien du tout. Et surtout encourager les jeunes et leur demander de nous pardonner pour ce qu'on n'a pas pu faire de bien pour eux. Et de leur dire, bon, ben, à vous la charge maintenant, on aurait pu vous donner quelque chose de plus brillant que tout ça. Mais on fait ce qu'on a pu. Mais on est quand même content de savoir que vous êtes là pour pouvoir donner un sens à la vie plus tard. Moi, j'ai découvert Cluster Digital Africa, j'étais vraiment étonné, moi. Je me suis dit, est-ce que je suis à San Francisco ou je suis sur les bords du fleuve Joliba? Ça me rappelle le petit adage qui m'a beaucoup marqué pendant ma jeunesse, c'était quand on se trouvait quelque part où il y a des choses qu'on n'attendait pas à trouver, on dit les dieux sont tombés sur la tête, ils se sont trompés. Ils ont fait atterrir cette intelligence collective à Bamako, alors que Bamako, normalement, c'est classe rouge dans les risques. Donc, c'est ça. Quand les dieux tombent sur la tête, ils donnent les opportunités à tous les hommes de cette planète d'exprimer ce qu'il y a de mieux en eux, qui est leur potentiel. Bravo, et que ça continue, qu'il y ait des débats, et surtout, à part les débats entre les spécialistes que vous faites venir, que vous aussi, vous ayez des sous-débats à votre niveau chez les jeunes, parce qu'ils ont beaucoup de questions, ils sont dans des questionnements sur leur existence, leur avenir, alors que nous autres, nous, on regarde plutôt comment gérer la fin. Donc, c'est vraiment une magie, une dynamique qu'il faut continuer à conserver. On vous remercie, on vous demande beaucoup de courage et je suis sûr qu'au nom de tous les autres, on aura beaucoup de plaisir à être à côté des jeunes générations pour les aider et pour donner ce qu'on peut. En tout cas, merci à tout le monde, à ceux qui ont écouté de tous les coins et surtout mes frères qui sont venus aussi partager leur expérience et leurs recommandations. Merci à tous. Merci à tous et au revoir. Merci. Merci à vous. Merci, à bientôt.
Au revoir.